press set, 80 knots. Air France de Tango, bonsoir, de Tango 3, niveau 0, gauche et attendez. Eh bien, bonsoir, de... Conseil, bonsoir, de Air France, en 200. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to Route Air Flight Door A401 to London Heathrow. Et bonsoir à toutes et tous, soyez les bienvenus, il est 20h34 très exactement dans la zone aéro. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, ravi de vous retrouver pour ce nouveau mercredi qu'on va passer ensemble sous le signe de l'aviation comme d'habitude. J'en profite pour saluer nos deux intervenants de ce soir. J'ai nommé Nicolas et Mickaël qui sont ici, là-haut, ils sont connectés par là. Ça va les amis? Ça va bien. Bonsoir. Bon, bah, ravi de vous retrouver. Puisque ce soir, ça va décoiffer, puisqu'on va parler supersonique, on va en parler dans quelques instants. On va parler un petit peu de tout ça. Alors, sur le chat, je vois qu'il y a déjà pas mal de gens qui sont connectés. Et j'en profite pour saluer en priorité notre ami Jordan, notre modérateur qui vient de renouveler son abonnement, qui cumule 10 mois d'abonnement les amis. Ça fait 10 mois depuis le début que Jordan est présent. Merci à toi, merci pour le soutien. Mon cher Jordan, on va saluer Skyflyer Aviation, salut Adèle. Bienvenue à Joe Brable qui est la Free Flight 30, notre ami Eric qui est présent. Aviator 59, l'équipe de Jumpseat et sûrement Martin qui se cache derrière le pseudo de Jumpseat. Salut à vous, l'équipe de Jumpseat qu'on retrouvera la semaine prochaine d'ailleurs avec Gilles Roy qui viendra ici nous voir. Denis également, notre ami Denis qui est présent, il avait dit qu'il serait là, il est là, magnifique. 0K, bonsoir à tous, Nando 8540, bienvenue les amis, soyez les bienvenus sur la zone aéro, attachez vos ceintures, on est parti pour une heure d'émission et de découverte, on l'espère. Donc là on a salué tous les gens qui sont sur le chat, si vous arrivez sur le chat faites un petit coucou, on vous saluera également. Et puis bienvenue également aux nombreuses personnes qui sont arrivées par exemple depuis hier, je pense à Capitaine Max 250, Gemma Buzz, Tikanis, Wario QC, The Lone Wolf Gamer, Le Luxo, Speedbird 612, RS Kanto, Maxu Black Knight, Dreamcaster, je suis passé hier sur sa chaîne, très bonne chaîne Dreamcaster, ils font des trucs sympas. Aerozing, Amaneas, enfin voilà, il y a du monde qui arrive et ça nous fait bien plaisir. Bienvenue à tous. Je vous rappelle, les amis, que pendant cette émission, si vous voulez soutenir la chaîne, bah, vous pouvez le faire comment? Soit en prenant un sub, hein, vous prenez un abonnement. Si vous avez un compte Amazon Prime, je vous mets les deux petits liens ici qui s'affichent dans le chat et gratuitement, vous pouvez vous abonner à la zone pour 30 jours. N'hésitez pas à le faire, ça ne vous coûte rien et nous, ça nous aide beaucoup. Surtout qu'on a pour objectif de développer un studio mobile et vous proposer au cœur de l'action des émissions. Donc ça devrait être pas mal. Et puis, si bah, vous ne pouvez pas forcément sub, bah, pas de problème, il y a des pubs en fait, qui vont apparaître. Il y en a une normalement qui apparaît pendant le live. Si vous êtes abonné, pas de souci, vous ne la verrez pas. Si vous n'êtes pas abonné, bah, il y aura 1 minute 30 de pub. Voilà à peu près comment ça se passe. Quoi d'autre? Ben, que la rediff YouTube, vous pouvez y avoir accès H24 hein, sur la chaîne évidemment et depuis peu sur le Discord de l'émission, vous avez des alertes dès qu'il y a on va dire un volet qui est mis en ligne, et ben vous l'avez directement qui s'affiche dans le Discord, donc rejoignez le Discord aussi, il y a des photos aussi qui sont postées et le dernier volet qui a été posté c'est celui d'il y a 15 jours avec l'Aéroclub du Gard qui est venu ici nous parler, Patricia et Yves nous parler de l'accident du DR400. L'émission est désormais en replay sur la chaîne YouTube. Voilà. Que dire d'autre? Si le programme de la zone aéro à venir très rapidement, le 25 le 25 janvier prochain, pardon, la semaine prochaine, on en a parlé, Gilles Roy d'Aérobus qui viendra nous voir. On parlera évidemment de sa passion pour l'aviation, on parlera du journaliste qu'il est et on parlera également d'Aérobuzz et de Jumpseat, l'émission spécifique. Salut Seb, ça s'annonce intéressant. Bienvenue Baptiste.
71 300. Je vois qui est Baptiste, qui se cache derrière, qui est aussi un pilote ou un ex-pilote. Donc, Gilles Leroy, la semaine prochaine, Aérobuzz et Jumpseat, on en parlera avec lui. Le 1er février est un créneau qu'on vous annoncera, et des trucs de vieux, tout à fait. Ouais. On va parler de nos mémoires. Le 1er février, ça reste à confirmer. Par contre, les amis, le 8 février prochain, retenez la date, ça sera 19h30 dans la zone aéro et non pas 20h30, 19h30. Michel Polaco, expert aéro sur France Télévisions, grosse carrière de journaliste sur France Inter, un vrai passionné qui viendra discuter avec nous et avec vous. Michel Polaco, c'est le 8 février prochain. Grosse date à nouveau, le 15 février. Et là, vous pouvez noter dans vos agendas. Le 15 février, on retrouvera quelqu'un qu'on a invité déjà depuis quelques temps. C'était en cours et ça y est, on a finalisé. Si vous étiez amateur d'émissions découvertes sur France 3, comme C'est pas sorcier, eh bien on aura Frédéric Courant, notre ami Fred, qui viendra discuter avec nous de la manière dont les sujets étaient préparés, étaient tournés dans C'est pas sorcier. C'est le 15 prochain, ça sera 20h30 dans la zone aéro. Ensuite, on arrive au 22. Le 22 février, nous rencontrerons, si tout va bien, on le confirmera une fois de plus, un pilote d'AWACS. Vous savez, donc les avions de détection avec les gros radomes au-dessus de l'armée de l'air. On discutera avec lui, avec le capitaine Maxime, qui devrait, on l'espère, en tout cas nous rejoindre pour parler un petit peu de son métier. Et ensuite, début mars, le 1er mars très exactement, on parlera des bénévoles dans l'aviation avec Anthony, qui est un bénévole très actif, qui est organisateur d'événements, de rassemblements. On discutera un petit peu avec lui de sa passion et puis de la manière dont les gens peuvent rejoindre s'ils veulent être bénévoles sur des événements aériens. Voilà à peu près le programme à venir, on le redétaillera en fin d'émission. Voilà, si toutefois vous avez des questions particulières, intervenez dans le chat, c'est fait pour ça, on répondra avec plaisir. Et puis ce que je vous propose dans un premier temps, c'est déjà peut-être de déposer le plan de vol de l'émission de ce soir. Donc, jingle. Et on est parti donc pour le dépôt du plan de vol ce soir, comme d'habitude, avec le G1000. On le fait apparaître ici. Alors, actualité du terminal dans quelques instants, il y a 3 petites news, vous allez voir, c'est assez rapide. Ensuite, on retrouvera évidemment nos amis Nicolas et Michael qui vont nous parler ce soir du Bang supersonique. Quand est-ce que la zone aéro reçoit Thomas Pesquet? Eh bien, figurez-vous que... Non, j'en dis pas plus. Le Bang supersonique, histoire. On va parler de l'histoire du Bang, pourquoi un avion fait boom quand il accélère et qu'il passe le mur du son, et les explications techniques avec les excellents schémas de notre Gérard Felzer de la zone, Michael, qu'on retrouvera tout de suite. Et puis évidemment, la séquence fort aux questions remise de gaz, comme d'habitude. En fin d'émission, vous pouvez poser toutes vos questions sur le sujet du soir ou tout autour de l'aviation. Voilà. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, j'enlève pour qu'on voit nos amis. Et puis, on lance tout de suite la séquence actualité du terminal. Comme ça, c'est fait. Et après, on parle. Boom, le Bang supersonique. Donc, c'est parti. Et on est parti pour la séquence actualité du terminal. C'est magnifique, ça marche super bien. On va juste changer la caméra. Et on est parti pour la première news du jour. Alors, le groupe Aéroport de Paris. Mais non, d'ailleurs, pourquoi ça me met ça? C'est pas du tout ce fichier-là. Je ne sais pas pourquoi il m'a mis ça. Alors, je vais essayer de vous retrouver rapidement le fichier. Parce que je ne sais pas pourquoi il a été mettre ça en espérant que on arrive à le récupérer. Hop, est-ce que ça marche ou pas? Hop, on va le refermer et on va le rouvrir. Et en espérant... Non. Si, c'est bon, c'est parti. Donc, le groupe Aéroport de Paris, c'est juste le titre. Passé, non, non, en fait, la photo, oui. Enfin, la photo est bonne, mais pas le texte. Mais le texte, je vais vous le dire dans un instant. Merci en tout cas Adèle pour les 5 abonnements offerts. Toutes, Michael 2806, Jojo Pic, Finger Gold, El Jaja 71 et Jumpseat. Ben voilà, Jumpseat est abonné à la zone, magnifique.
Donc le groupe Aéroport de Paris qui retrouve plus de 80% de son trafic de 2019. Donc cocorico pour eux. Croissance continue en 2022 avec une augmentation ça a doublé d'ailleurs depuis 2021. Plus de 280,4 millions de passagers transportés, c'est quand même énorme. Ça fait une augmentation donc de 72% depuis 2021 et de 81% depuis 2019. Alors si on regarde un petit peu au niveau des plateformes, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au niveau de Charles de Gaulle, on a une grosse augmentation de 119,4% en 2022. La raison elle est simple, c'est que vous le savez, avec le Covid, il y a des pays qui étaient fermés. Et donc à la réouverture de ces pays, c'est reparti de plus belle. Donc grosse augmentation. Alors si on regarde au regard de 2019, on est à 75% d'augmentation, ce qui reste à peu près dans les chiffres. Concernant Orly, on est plus sur des vols intérieurs ou européens, vos moyens courriers. On est quand même à 85,6% par rapport à 2021 et on est à 91,6% de l'année record de 2019, ce qui est plutôt pas mal. Les croissances sont à peu près similaires sur les autres plateformes, hein, si on pense au Bourget, ou, voilà, qui sont gérés par les aéroports de Paris. Alors, évidemment, ça c'est à mettre en relatif puisque demain, vous le savez, il y a un préavis de grève qui a été déposé, donc le trafic va diminuer forcément. La DGAC appelle à une diminution des programmes de vol de 20% pour demain. Alors attention, si vous avez des billets d'avion, ça risque peut-être de poser problème. Et ce sont donc les contrôleurs aériens, le syndicat des contrôleurs aériens qui sont en grève pour la réforme des retraites. Il y aura un service minimum qui sera assuré cependant dans les centres de route, ce qui va permettre donc d'assurer quand même un certain nombre de vols. Voilà pour la première actu. Deuxième actu, vous l'avez sûrement vu dans les médias, c'est le crash d'un ATR 72 de Yeti Airlines au Népal. Alors, il faut savoir que la compagnie avait 5 ATR, 6 ATR 72 500. La compagnie donc, est népalaise et le crash a eu lieu à côté de la ville de Pokhara, à peu près vers 11h locales, le 15 février dernier. Elle a fait 72 victimes. Alors, les deux boîtes noires, le VCR, le Voice Cockpit Recorder, et le FDR, le Flight Data Cockpit Recorder, vous savez qu'il y a des boîtes noires qui enregistrent les conversations dans le poste de pilotage et une autre boîte noire qui enregistre les données de vol. Eh bien, les deux ont été retrouvés et vont être analysés. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas d'anomalie particulière ou de message d'urgence qui a été passé par le pilote avant le crash. Ce qui s'est passé, c'est que le pilote a été éclairé, il a été autorisé pour se poser sur une piste et en fait, il a demandé à changer de piste au dernier moment. Et puis, un peu avant l'atterrissage, dans un dernier virage sur la gauche, en fait, eh ben, l'aile a basculé et l'avion s'est précipité vers le sol. Il s'est abîmé sur une zone inhabitée à peu près 1 km de l'aéroport. Il faut savoir que cette compagnie Yeti Airlines, elle est connue en l'EASA puisqu'elle a été intégrée à la liste noire des compagnies depuis avril 2022. Donc la liste noire, c'est les compagnies qui ne sont pas autorisées à venir faire des opérations dans les pays de l'EASA, tout simplement parce qu'il y avait un gros manque d'investissement dans les avions qui avait été constaté, et puis une réglementation au niveau du Népal qui n'est pas assez ferme par rapport à la sécurité des vols. Et Wawa7X, merci pour cette émission, et les bis de Dijon à mon instructeur Mike préféré. Ben voilà, il va réagir tout à l'heure. Voilà donc pour ce crash de l'ATR 72, j'espère qu'on en saura un petit peu plus tard. Et enfin on termine avec une petite actu historique, puisque le 18 janvier 1911 a eu lieu un appontage historique, l'appontage du monsieur que vous avez à droite, qui s'appelle Eugène Elie. Donc c'est un exploit aéronaval qui a été réalisé par Eugène Elie, ce pilote, qui est né le 21 octobre 1886 et qui est décédé le 19 octobre 1911. Il a obtenu sa licence de pilote en octobre 1910, il avait 24 ans. Et le 14 novembre 1910, il a décollé depuis un croiseur, l'USS Birmingham. Vous avez le pont là qu'on voit sur la photo, sur un Curtiss Model D, donc c'est l'avion que vous avez sur la photo de gauche, et il a été posé sur le sol après une petite frayeur, puisqu'il a touché l'eau, l'hélice devant et le train d'atterrissage ont touché l'eau, mais il a repris suffisamment de portance pour pouvoir aller se poser un peu plus loin.
Et puis bah, évidemment, il a décollé, donc maintenant il fallait se poser, et c'est ce qu'il a fait 2 mois plus tard, le 19 janvier 2011, retenez la date, 19 janvier 2011, appontage avec un Curtis modèle D4, cette fois, et il s'est posé sur l'USS Pennsylvania, et avec une crosse d'appontage. C'était la première fois qu'on utilisait une crosse d'appontage. On a mis des crochets entre autour du train d'atterrissage, dessous d'ailleurs. Je ne sais pas si on les voit sur la photo, mais vous devez voir une petite barre transversale en dessous. Et bienvenue Cyril R, bienvenue à toi. Crosse d'appontage, il y avait 12 brins qui étaient fixés en travers sur les sacs de sable, et vous les voyez sur la photo, les sacs de sable de chaque côté. Et en fait, l'objectif, c'était de se poser et qu'un des crochets arrive à attraper justement les câbles tendus en travers des sacs. Alors c'est ce qui s'est passé, sauf qu'il y a une rotation du vent finale, et l'avion il s'est posé plus loin que prévu, et il a accroché le 12e et dernier câble. Et il s'est arrêté juste avant la tour centrale du bateau. Donc il a eu chaud, mais ça s'est bien passé. Et 3 quarts d'heure après, il redécollait pour retourner se poser cette fois sur le bord. Pour l'anecdote, il était équipé en protection d'un casque de foot américain. C'est pas la petite tête, le petit sac de cuir qu'on voit sur la photo, mais un gros sac. Et en fait, il s'était mis 2 chambres à air de vélo gonflées au cas où il tombe à l'eau, qui servirait de flotteur. Voilà. Pour l'anecdote, on a mis aussi des flotteurs en dessous de l'avion, etc. Donc le décès, il a eu lieu, donc vous vous souvenez, l'appontage a eu lieu le 19 janvier 1911, et le 19 octobre 1911, il perd la vie, Eugène Elie, en se crachant sur un meeting, sur un vol de démonstration. Et voilà. C'était la petite séquence historique de l'actualité du terminal. Voilà, et bienvenue Oncle Fernand qui nous rejoint sur le chat. Bienvenue à toi. Eh bien les amis, on va tourner la page de cette actualité du terminal du jour, et je vous propose tout de suite de faire un petit peu de technique. C'est le coin des technicos, on retrouve Nicolas et Michael. On va parler de banque supersonique ce soir. Voilà, et on va tout de suite passer sur l'incrustation, et on retrouve nos amis normalement en gros plan. Logiquement, c'est ici. Voilà. Messieurs, bienvenue encore. Merci de votre participation dans la zone aéro. Alors, le sujet était vaste, puisqu'on a décidé de parler ce soir du bang supersonique. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre depuis qu'on est tout petit, mais c'était peut-être intéressant de savoir d'où ça vient et pourquoi ça se produit. Ouais, bonsoir Seb. Je vais intervenir dans un premier temps pour une petite histoire. J'ai regroupé quelques petites choses là sur l'histoire du mur du son, la vitesse du son, quoi. Et après, je pense que Michael prendra le relais pour le côté technique, explication scientifique des choses. Eh bien parfait, si ça vous va. Alors les amis, Michael, un petit mot aussi, comme ça nous permet de voir si tout le monde vous entend bien, et s'il y a un problème, n'hésitez pas à nous le dire sur le chat. Ouais, bonsoir à tous. Bonsoir Seb, Nico, et avec plaisir pour participer encore ce soir, faire une petite émission technique. Donc, n'hésitez pas à réagir sur le chat, comme d'habitude, le plus interactif possible. Ça sera le mieux pour nous, pour tout le monde. Voilà. Donc, merci de nous avoir proposé cette émission, et en avant, allons-y. Ok, donc première petite partie historique avec Nico. Alors, si on parle du mur du son, à combien, on va dire à quelle époque il faut remonter? Alors, d'abord, je vais parler un peu de la vitesse du son, en fait. Parce que le mur du son, en fait, il faut remonter jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, je vais remonter jusqu'aux dinosaures. Non, je rigole. On va remonter jusqu'à l'Antiquité, en une seule phrase. L'Antiquité, c'était à l'époque où, quand on se levait, on s'habillait avec les draps du lit. Donc ils avaient remarqué effectivement que le son mettait un certain temps pour se déplacer, donc et c'est facile pour tout le monde, c'est facile à une expérience facile à faire. C'est un écho contre une falaise dans un canyon. On se rend bien compte que le son part et revient après avoir frappé la falaise en face.
Ensuite, eh ben, on va, j'ai quelques photos, hein, donc on va remonter un peu là au XVIIIe siècle, hein, l'Académie des sciences françaises. Là, on s'est vraiment intéressé sur le côté scientifique en fait de la vitesse du son. Donc l'Académie française qui demande à des scientifiques, Monsieur Thury, Maraldi et l'abbé de la Caille, donc là c'est Monsieur Maraldi et l'abbé de la Caille, d'organiser des expériences, hein, pour mesurer en fait la vitesse du son. Donc ils ont conclu que après leurs expériences, donc ils firent leurs opérations sur une ligne de 14 636 toises, soit 28 km, entre Montlhéry et donc la pyramide de Montmartre. Et donc, ils conclurent que le son parcourrait 173 toises par seconde, ce qui est pas mal, parce qu'ils avaient calculé donc 337 mètres par seconde. D'accord. Voilà, donc c'était de jour, de nuit, par un temps serein ou par un temps pluvieux, c'était pareil, quoi. Ok. Ils ont noté aussi d'autres trucs, donc ils ont noté aussi que le vent, s'il était perpendiculaire à la diffusion du son, ben, ça ne changeait pas la vitesse, ou s'il n'y avait pas de vent. Par contre, si le vent soufflait contre ou avec dans le même sens que le son, effectivement, ça accélérait ou ça retardait la vitesse du son. Ok. La vitesse du son est uniforme. Alors aussi, ils avaient noté que l'intensité ou la force du son ne change rien à sa vitesse. C'est-à-dire, plus vous parlez fort, ben, moins ça ira vite, quoi. Enfin, ça ira aussi vite, on Ça va va dire. aussi vite, mais voilà. Voilà. Et plus on se bouchera les oreilles vite. Voilà. D'accord. Donc c'est pas la peine de crier dans la vie, hein, ça arrivera toujours en même temps. Ça, c'est Euh, la bonne leçon du jour. La voilà. morale du jour. Ok. Ensuite, on a Monsieur Arado et Prony qui les réalisèrent d'autres expériences. Là, on est en 1822, donc là où on a des chronomètres un peu plus précis. Hein, et là, ils mesurent donc une vitesse de 341 mètres par seconde. Donc là, on avait Monsieur Arago et là, on a Monsieur Prony, hein, donc en 1822. Alors là, c'est assez bizarre parce qu'en fait, ils font tirer des canons, hein, en même temps dans la nuit du 21 au 22 juin de 1822. Et donc, ils calculent que effectivement, la vitesse du son est à 341 mètres par seconde. Alors, pour nos petits amis, là, je suppose qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait aussi, hein, pour mesurer la vitesse, enfin, pour connaître une distance, du coup, avec cette vitesse-là, quand il y a un éclair, avec le bruit de l'orage, on peut calculer la distance. Hein, donc, à 340 mètres secondes, si ça fait 5 secondes, eh ben, ça fait 3 fois 5, 15, donc 1500 mètres, ça fait 4, 20, 200 mètres, donc, oh, la caméra qui se casse la gueule. Et donc, ça nous fait 1700 mètres. Ouais. Voilà, donc s'il y a un éclair et vous entendez l'orage à 5 secondes, c'est que l'éclair est tombé à 1500 mètres. Allez, maintenant on va passer donc en fait le mur du son proprement dit. Donc il fallait faire quand même un petit exposé sur la vitesse du son en fait. Alors je rappelle, hein, scientifiquement que le son est une onde. Hein. C'est une onde des molécules d'air. Comme quand vous jetez un caillou dans l'eau, vous avez des petites vagues. Et ben quand vous émettez un son, ben, ça fait des petites vagues dans l'air, comme le caillou fait des vagues dans l'eau. Donc le mur du son est un concept en fait qui vient directement de l'histoire de l'aviation. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les avions se sont améliorés au fur et à mesure de la guerre. C'est-à-dire que la vitesse était le moyen le plus efficace pour les nouvelles tactiques de combat aérien. Fini donc le combat tournoyant de 14-18 et même déjà à la fin de 14-18, en fait, les avions étaient de plus en plus rapides. Alors par exemple, la tactique américaine face au zéro qui était très très maniable, la tactique américaine était de piquer, d'arriver vite sur les avions japonais, de tirer dessus et de s'échapper le plus vite possible. Donc c'est pour ça que les Américains, eux, construisaient des avions plutôt très très puissants, très lourds et très puissants, mais beaucoup moins maniables que les zéros. Donc les progrès techniques allaient donc dans ce sens-là, aller très vite. Donc en même temps, des études ont été faites en ce qui concerne les moteurs. Donc ils ont inventé le moteur à réaction. Je ne sais plus quelle date, mais bon, ça a été appliqué surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, le terme de mur du son, c'est l'ingénieur britannique Hilton
qu'on voit ici à l'image. Je ne sais pas si vous voyez là les photos, si vous voyez certainement. C'est le premier qui a sorti l'expression mur du son. C'est-à-dire qu'en fait, les pilotes avaient expérimenté lors de piquets très rapides, avaient expérimenté quand ils s'approchaient de ces vitesses transsoniques, on va dire. Ces pilotes sentaient les gouvernes se durcir, il y avait des vibrations qui arrivaient, et les pilotes, parfois, perdaient le contrôle de leur avion, et l'avion était même carrément disloqué en plein vol, comme s'il était projeté contre un mur. Donc cet ingénieur a dit, c'est comme un mur du son dès qu'on s'approche de cette vitesse-là. Ouais, c'est fâcheux. On s'approche du mur du son. Voilà. À la fin de la guerre, donc les avions rapides voient le jour. D'accord. Donc on voit ici, donc je vous montre le Tempest. Le Tempest, lui, qui allait déjà à 760 km/h en vitesse de croisière. Et rien qu'avec la surpuissance, donc là, je rappelle la surpuissance sur un avion comme ça, c'était l'injection d'eau dans les cylindres. Donc c'était pour 5 minutes en fait. Sinon le moteur il cassait après. Et donc avec la surpuissance, le Tempest, lui, pouvait passer à 820 km/h. Donc vous imaginez, surpuissance plus le piqué, ça devait vite frôler les 900 km/h. Ensuite, on a quoi? L'avion célèbre aussi, le Messerschmitt 262, donc un biréacteur qu'on voit. Donc c'est le premier avion à réacteur opérationnel, inventé et produit par les Allemands. Lui qui atteignit en croisière à plat, donc palier, c'est-à-dire 878 km/h. Et on a le Comet, petit avion. Alors lui, c'était un moteur fusée. C'est un petit avion qui volait, lui, à 960 km/h. Il était propulsé par une fusée, il décollait. Donc les roues qu'on voit en dessous, en fait, c'était un chariot qui se détachait lors du décollage. Il montait en flèche à l'altitude des bombardiers. Il a appuyé sur des boutons. Donc le Comet montait en flèche à l'altitude des bombardiers pour les descendre. Et ensuite, comme il n'avait plus de carburant, il redescendait donc en vol plané. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu de la chance là, dans le chat, mais une fois la Ferté-Alais, il y a eu un Comet ils ont fait la démonstration d'un Comet. C'était un avion tout rouge là. Je me souviens, la Ferté-Alais. Donc ils l'ont fait décoller, bien sûr, pas la roquette, mais ils l'ont fait décoller tracté par un autre avion. Et il est redescendu, atterrir en plané. Est-ce qu'il y en a parmi vous? Yes, Free Flight 30 l'a vu apparemment. Voilà. Alors, quelques petites réactions. Il y a Joe Brabble qui ne comprend pas ton explication, puisqu'il dit « Vous êtes dans le sud, moi à Paris, et je vous entends en direct, ça fait plus que 337 mètres secondes. » Ah oui, c'est vrai. Bonne remarque. Je demanderai à ces messieurs là de l'Académie des sciences de nous expliquer ça. Là. Voilà. Aviateur 59 qui dit c'est le hit and run. Voilà, c'était le hit and run, hein, donc c'est-à-dire qu'il fallait éviter surtout le combat tournoyant avec les zéros. Et donc il fallait y aller, hit and run, et s'enfuyer à pied, s'enfuyer après, remonter à une altitude plus haute que l'ennemi et replonger sur les zéros. Alors, Yes, vu, a dit donc Free Flight, la fibre optique, nous dit Jordan, qui ne nous entend pas en direct, mais la fibre optique aide beaucoup, oui. Donc le Comet, alors... Oui, voilà, donc c'est-à-dire que c'est du son qui va à la vitesse de la lumière, finalement. Oui, c'est ça. Et qui ressort en son normal derrière. Bon, bref, on ferme la parenthèse. Donc, ce Comet, alors on n'en est pas loin, mais on l'a pas encore franchi, alors. Non, alors... Peut-être qu'il y a des pilotes, effectivement, qui l'ont franchi, certainement même. Hein, il y a un pilote allemand, donc je ne me souviens plus de son nom, un pilote allemand qui aurait déclaré avoir franchi le mur du son. C'est-à-dire qu'en fait, il aurait fait un piqué, il aurait senti des vibrations, ça se serait calmé, puis après, voilà, et puis il s'en est sorti. Donc apparemment, il aurait passé le mur du son. Mais ce n'a pas été officiel. Ouais. Donc, Deuxième Guerre mondiale, invention du réacteur. Donc là, les avions vont de plus en plus vite, ils atteignent 1000 km/h. Et puis là, effectivement, il y a toujours ce mur du son, en fait, qui empêche d'aller plus loin. Et donc, le 27 septembre 1946, malheureusement, Geoffrey de Havilland, qui est le fils, donc junior, qui est le fils du constructeur de Havilland, qui est un célèbre constructeur d'avions anglais, en pilotant le de Havilland DH-108 Swallow, testera des domaines de vitesse transsonique, mais l'avion va se désintégrer en plein vol. Ah. Donc
Voilà, donc c'était sur celui-là. Voilà, c'est un avion qui ressemble beaucoup au Comet, si vous regardez un peu la forme. Donc ils avaient un peu copié, ils avaient amélioré. Et donc, malheureusement, Geoffrey de Havilland s'est tué sur cet avion lors d'un essai de passage du mur du son. Ok. Et ensuite, tout le monde connaît, je pense, le X-1, le 14 octobre 1947, le Bell X-1, donc piloté par Chuck Yeager. Donc c'est lui officiellement qui a passé le mur du son. Ok. Alors, si on regarde la forme du X1, en fait, la forme a été copiée sur une balle de calibre 12,7, calibre 50 en américain. Mhm. Donc, ils ont repris la forme de la balle et ils ont juste ajouté des ailes et un empennage horizontal et un empennage vertical. Ouais. L'avion est d'abord testé donc, en Floride, comme tous les avions, est d'abord testé en Floride. Donc, en fait, ils le mettent sous un B-29 qui monte à 6000 mètres d'altitude, puis il est largué. Donc, il y a eu plusieurs essais de vol plané pour savoir si l'avion se contrôlait correctement. Ensuite, comme il y avait une lenteur un peu dans les essais avec la firme Bell, qui construisait le X1, c'est l'USAF qui prend en main les tests par l'intermédiaire du NACA. Donc, le NACA, c'est le National Advisory Committee of Aeronautics, d'accord, c'est l'ancêtre de la NASA. Okay. Et donc, il déménage à Muroc, la future base Edward, dans le Nevada. Donc là, pareil, donc c'est l'USAF qui prend en main les tests. Donc, le X1 est propulsé par des moteurs fusées XLR 11. Ah, je pense qu'on ne voit plus l'image. Voilà. C'est bon. Qu'est-ce qui se passe? On la voit. On la voyait. Voilà. On la voyait. Voilà, c'est bon, c'est revenu. Ah, mais ça va revenir. Donc, le Bell X1 a été propulsé par 4 moteurs fusées, donc un moteur fusée de XLR 11, et qui était alimenté par de l'éthanol et de l'oxygène liquide. Donc, le 14 octobre 1947, le B-29 décolle de la base Edwards, avec sous son ventre, comme on le voit ici sur la photo, attaché le Bell X1. Et donc, c'était Chuck Arrivé Yeager à qui était 6000 déjà mètres dedans. d'altitude. Alors, Chuck Yeager, lui, il n'était pas dans l'avion. Ah, Il n'était pas dans le X1 encore, il était dans le B-29, en fait, comme passager pour l'instant. Il était comme passager. Et donc, arrivé à 6000 mètres, Chuck Yeager se glisse dans l'avion, sur le côté. La porte de l'avion était sur le côté. Et là, on voit qu'il est sur le petit ascenseur qui lui permet, en fait, d'arriver au niveau de la porte. D'accord. Et il se glissera dans le cockpit. Donc ici, on voit bien le cockpit du X1. En effet. Impressionnant. Voilà, donc ça, c'est Chuck Yeager assis dans le X1. Alors, c'était pas très grand. Pour la petite anecdote, je pense que tout le monde connaît la petite anecdote. C'est que la veille, en fait, il avait fait une chute de cheval et il s'était cassé une côte. Et en fait, il demande à son collègue s'il ne peut pas lui trouver un moyen, un levier. Donc, son collègue, il va voir le balayeur. Il prend le balai du balayeur, il lui coupe à peu près 30 cm de manche à balai, qui n'a rien à voir avec le manche à balai de l'avion, même si ça vient du même instrument. Donc, il coupe un bout de bois, donc du manche à balai, et puis ça lui permettra en fait de verrouiller sa porte avant que le X1 soit largué du B-29. Je pense que tout le monde l'a vu dans le film. On le voit très bien, c'est assez rigolo comme anecdote. Donc, le 14 octobre 1947, Chuck Yeager est dans son X1. L'avion est largué du B-29. Je remonte un peu mon texte. Voilà. Donc, à 10h26, l'avion est largué. Chuck Yeager allume les moteurs fusées. L'avion bondit et monte en altitude. Donc là, il monte en fait à 13 100 pieds et seulement en palier. La vitesse augmente, l'avion tremble, les commandes sont dures à tenir, puis tout est calme. L'avion vient de dépasser la vitesse transsonique. Et là, Chuck Yeager vient de passer le mur du son et vient d'effectuer le premier bang, en fait, supersonique. Ok. Voilà. Là, on voit en vol, au-dessus du désert du Nevada, donc, près de Muroc, donc la base Edward. Alors, petite photo anecdotique, parce qu'on voit le X1 derrière. On voit Chuck Yeager à droite, donc vieux, et c'était lors du tournage de L'étoffe des héros.
Et donc, on voit l'acteur qui joue son rôle, en fait. Ouais. Ah bah, j'ai oublié son nom. Shepard, il me semble. D'accord. Sam Shepard, le nom de l'acteur. Donc voilà, Chuck Yeager, qui a continué à voler après la guerre, hein, et puis qui a continué à voler après, qui a été pilote d'essai pendant toute sa carrière. Hein. Il avait fait du F-15 aussi, hein, donc il a duré longtemps. Ouais. Alors, donc voilà, donc Chuck Yeager, ça a été le premier à dépasser le mur du son. Un joueur en finale, 100 mètres d'athlétisme. D'accord, Usain Bolt. En fait, c'est peut-être vrai avec le dopage qu'il avait, il avait peut-être franchi le mur du son, effectivement. Là, ça tire les fous. Alors, qu'en est-il en France du passage de... Est-ce que t'as des remarques, Seb? Non, mais je vois des MD 312 flamands à gauche. Ah, c'est un MD3. Ouais, voilà, donc petite introduction, on va passer en France. Donc la France d'après-guerre. Donc l'aéronautique française, avec toute l'industrie aéronautique française, la reprise a été très très difficile hein, suite à la guerre, hein, tout était ruiné. Donc, mais pourtant les Français veulent continuer leur développement aéronautique et plusieurs sociétés sont dans la course pour continuer à se développer et surtout faire la course en fait au passage du mur du son. Donc c'est la société Dassault qui se démarque. Donc c'est pour ça que là j'ai mis des flambants, hein, l'usine Flamand, qui était l'un des premiers avions en fait, l'usine Dassault qui a été produit au redémarrage de la société après-guerre. Hein, je rappelle que Marcel Dassault en fait, c'est pour ça que les avions CMD, mais Marcel Dassault en fait c'était un ingénieur, Marcel Dassault, qui s'appelait Blore. Qui avait fait donc le MB 152, le MB 150, plusieurs avions de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc parmi les avions qu'il a construits, donc on voit ici l'Ouragan, qui a des premiers avions opérationnels français à réaction, avec un moteur Néné. Le moteur Néné, c'était l'un des premiers moteurs à réaction anglais, d'accord, qui était construit sous licence en France. Et le Triton. Le Triton, ce petit avion un peu bizarre qu'on voit en bas à gauche. Donc tout ça, ce sont les premiers avions qui ont relancé un peu l'industrie aéronautique française après la guerre. Alors, parmi ces... Donc là, on voit Marcel Dassault. Derrière, on voit le Mystère 4, d'accord, qui est beaucoup plus gros que l'Ouragan. Et donc, en fait, c'est à bord d'un Mystère, donc pas le 4, hein, un des premiers Mystères. Donc le Mystère 1. C'est à bord de cet avion que le mur du son français a été passé. Ok. Alors, parmi les pilotes d'essai français, hein, je vais citer quelques noms, hein, quelques noms, je vais en citer deux. Rosanov, de l'image. Free Flight. Alors, Rosanov, effectivement. Donc, on a Constantin Rosanov, qui était chef pilote d'essai chez Dassault. D'accord, donc qui a participé grandement, en fait, au dépassement du mur du son par la France. Et ensuite, on a Roland Glavany, d'accord, aussi pareil, qui a participé aussi au passage du mur du son. Donc là, on voit au pied du Mirage 3, donc ce sera plus tard, hein, qui a passé Mach 2. Et là, donc finalement, on va dire le gap de passage entre le mur du son de base, on va dire, et 2 fois la vitesse du son, ça a été quand même assez rapproché. Oui, parce que ça a continué. Hein. Il s'est passé quelques années. L'histoire de faire, les Américains, ils ont passé Mach 2 sur le X1B, je crois. Donc, l'avion, il n'avait pas trop évolué, mais ils avaient réussi quand même à le pousser, quoi. Ouais. Donc voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est le 12 novembre 1900. Par contre, alors, Rosanov, Glavany ont participé en fait à ces essais, mais c'est le 12 novembre 1952 avec la Mystère 3 que c'est Roger Carpentier en fait. Roger Carpentier, qu'on voit ici dans un cockpit, qui est le chef personnel navigant du centre d'essai en vol à Melun-Vire-la-Roche et qui passe officiellement le mur du son en France. Ok. Donc, alors, je vous invite à... Alors, tout ça, c'est des informations que j'ai eues dans
dans le fanat de l'aviation. Hein. Je vous invite vraiment à vous intéresser à cette revue, parce que, enfin, je fais pas de la pub, hein, je reçois pas d'argent, mais c'est très très intéressant leurs articles. Notamment, j'ai quelques. Alors, je sais pas si je vais. Si Oui, je pour vais, les amis sur notre qui temps, aiment mais bien le côté historique, il y a une mine ouais, d'informations. Ouais. voilà, c'est une référence, hein, c'est une référence. Donc, on voit les témoignages en fait de Rosanov, on voit les témoignages de Glavany en fait qui expliquaient un peu les vibrations, l'inversement des gouvernes, etc., de ce qui se passait au moment des vitesses transsoniques en fait. Ok, ça marche. Donc à l'époque, pour officialiser, on va dire, le passage du mur du son, il fallait qu'on entende le bang. Oui, le fameux, Hein, la le fameuse fameux détonation. bang. Voilà, le fameux bang du mur du son. Alors, je pense que moi, je me souviens quand j'étais gamin, j'en ai entendu quelques-uns, mais maintenant, c'est interdit. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, maintenant, ça se fait en haute altitude. Hein. Il y a des couloirs réservés avec des altitudes minimales très très hautes qui sont réservées à ça. Et des zones dédiées. Voilà. Ouais. Et des zones dédiées à ça, effectivement. Et donc, en fonction de la position de l'avion, ce bang n'était pas forcément entendu de la base aérienne où les essais étaient effectués. Donc, il fallait, par exemple, le bang de Carpentier qui avait décollé de Melun-Villaroche, il a été entendu à Arpajon. Vous voyez, donc c'est un peu Bretigny, Arpajon. Il était dans cette région-là quand ça s'est passé, quoi. Donc, Rosanov, lui, continuera à faire des essais pour maîtriser, en fait, le bang. Ok. Ensuite, il y a eu une frénésie un peu de bang, c'est-à-dire il faisait des essais devant des officiels, dans des meetings aériens. Mais malheureusement, tout ça n'était pas sans risque. En fait, effectivement, le 3 avril 1954, Rosanov se tua lors d'une démonstration de passage de bang devant une délégation de ministres français des pays de l'OTAN. Ouais. Hein, il se tua. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Alors, ça va trop vite, ce truc. Et ici, donc, alors, là, on a le lieutenant Henri Tesson, qui, le 27 juin 1954, se tua en plein meeting aérien à Valenciennes. Et donc, à partir de là, ils ont arrêté un peu de faire du bang à la tout-va, comme ça, lors de démonstrations. Okay. Ici, on a une photo de Jacqueline Auriol, donc, qui est la première femme française à avoir passé le mur du son, sur Mystère 4. Dans les femmes célèbres de l'aviation. Voilà, effectivement. Voilà pour Jacqueline Auriol, qui est la première femme française, donc. Et donc, à partir de là, ça se développe. Après, on passe Mach 2, Mach 3, Mach 4, et puis... etc. Donc là, je vais vous faire un petit tour d'avion là qui ont passé le mur du son, qui ont passé Mach 1. Et puis donc là, on voit le Vautour 001, qui est un biréacteur qui a passé Mach 1. Ok. Là, on a le SMB2, d'accord, donc le Super Mystère, pareil, qui a passé Mach 1, qui était donc supersonique. Ensuite, je vais vous parler de Leduc. Leduc, c'est un ingénieur français, en fait, qui a fait des avions statoréacteurs. Statoréacteurs, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas de pièces mécaniques au niveau entre guillemets, du réacteur, je vais dire. C'était avec la vitesse, on les appelait les tuyaux de poêle, en fait, ces trucs-là. C'est-à-dire qu'en fait, le fuselage que vous voyez, en fait, est vide. Vide, sauf qu'il a une forme pour accélérer le vent relatif à l'intérieur de ce cylindre, et de l'injection de l'essence était injectée en fait dans ce filet d'air, dans ce tuyau de poêle, on va dire, et était allumé, donc ça faisait une explosion, ça faisait une réaction en fait, ce qui poussait encore l'avion. Donc l'avantage, c'est qu'il n'y avait pas de pièces mécaniques en fait, comme on a sur les réacteurs, avec les turbines et puis les compresseurs. Peut-être qu'on pourra parler avec Michael tout à l'heure du principe du statoréacteur rapidement, que ce ne soit pas le thème de l'émission, mais pour comprendre un peu. Ouais, qu'il fasse un petit dessin pour expliquer en fait. Bien sûr.
Et donc en fait cet avion-là, pour qu'il puisse voler, en fait, il était largué d'un autre avion, donc il était au-dessus d'un autre avion, d'un SE, je sais plus combien, Languedoc en fait. C'était un avion, genre avion commercial, ça ressemblait un peu à un Super Constellation. Donc cet avion-là était attaché au-dessus. Avec la vitesse donc de l'avion, il était largué, il allumait son stato-réacteur et puis ben, là il filait à des vitesses de Mach 1. Donc là ici on voit le 0,1, le 0,21 pardon. Et là donc on a le 0,22 qui a passé Mach 2. Ça c'est selon les avions Le Duc, là c'est pareil, c'est un stato-réacteur. Alors je vous invite bien sûr à aller voir le musée de l'aviation au Bourget, parce que ces avions-là on peut les voir effectivement au Bourget comme on voit sur la photo ici. Ok. Hein, donc vous avez des pièces extraordinaires au Bourget, des pièces extraordinaires de l'histoire de l'aviation. Hein, pour ne pas citer que celui-là, vous pouvez voir l'avion de... Alors je sais pas, peut-être qu'il est en restauration là, mais vous pouvez voir l'avion de Guilmer, le Spad-7 de Guilmer, qu'il a piloté. Ok. Voilà donc pour le Duc 022. Qui a passé Mach 2, et ensuite on va passer à quelques avions très rapides. Donc je vais parler un peu des premiers avions qui allaient vite. Donc le Wright Flyer, voilà, donc qui allait à 10-11 km/h. Voilà. Ouais. Avec un ensuite, moteur, 12 chevaux, le moteur. 12 chevaux. Et encore, vous étiez content parce qu'il était prévu pour 9 à la base. Ah oui, ouais. Alors je reviens, voilà. Et donc, en fait, le premier record officiellement enregistré a été établi donc, par Santos Dumont sur son 14 bis. Tiens, j'ai oublié de noter la date, c'est pas grave. Donc, à 40 km/h. Donc, ça c'était dans les années 1907, 1908. Vous voyez. Ensuite, on a le... Alors là, on passe à autre chose. Le Valkyrie. Qui a passé Mach 3, il avait 8 réacteurs. Donc j'ai pas mis la photo où on voit les 8 réacteurs. Donc le XB-70 Valkyrie, il y a une belle gueule quand même. Ouais. Ensuite le SR-71, connu de tout le monde aussi, je suppose. Le fameux je sais pas si vous avez vu le film Daryl, je sais pas si vous avez vu le film Daryl. Le petit gamin plutôt qui était moitié robot là. Et qui pique un SR-71 en fait dans le film, c'est assez rigolo, ouais. Daryl le robot. Hein. Donc le SR-71, lui qui atteint 3500 km/h. Bien sûr, on a le Concorde, donc ça c'est le seul, hein, on peut dire le seul avion commercial supersonique qui traversait l'Atlantique donc à Mach 2. Ouais. Et donc l'avion le plus rapide jusqu'ici, c'est le X-15. Qui a atteint la vitesse de 7273 km/h. 7273 km/h. Ah, c'est pas mal. Hein. Soit Mach 5.9, le 3 octobre 1967. Ok. Et bien sûr, le Dark Star de Tom Cruise, qui a passé Mach 10. 10. Mach 10, hein, c'est ça. Hein. C'est ça. Voilà. Voilà, on est un peu dans la fiction quand même, mais bon. Ouais. Alors, le mur du son n'a pas seulement été passé par des avions ou des engins aéronautiques. Hein. Donc ici, on voit la première voiture qui a passé le mur du son. Hein, donc c'était le 15 octobre 1997. Ouais, en fait, effectivement, il suffit d'enlever les ailes. Donc c'était le Thrust SSC. Pour faire un créneau avec ça, tu peux t'accrocher. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est sûr. Par contre, dans les lignes droites, tu étais abattable. Ah bah, ça c'est sûr. Et ensuite, le premier homme à avoir passé le mur du son, mais sans avion, tout seul lui-même, est-ce que pour vous c'est possible? Dans le chat, un homme tout seul? Je crois. Ah, je crois. On vote? Voilà. Philippe? Eh ben oui. C'est ce monsieur-là qui a sauté en parachute depuis une capsule le 14 octobre 2012, et donc il s'appelait Félix Baumgartner, qui a fait une chute libre depuis un ballon à 39 000 mètres et qui a atteint la vitesse de 1357 km/h. Donc c'est le seul humain qui a passé la vitesse du son. Je veux dire en libre, quoi. En libre, voilà. Sans avion, sans rien. Bon, avec un casque quand même, hein, sinon...
Ah, moi qui pensais à faire un record en trottinette électrique. J'en suis loin. Bon, ok. Donc, voilà un petit tour un peu de ce qui s'est passé historiquement sur l'histoire de la vitesse du son et puis sur l'histoire du mur du son. J'espère que c'était pas trop laborieux à m'écouter là. Alors, si j'ai vous avez des quelques questions, conseils à vous donner. Vas-y. posez-les dans le chat, on est là pour ça. Nico nous fait Ouais. son exposé, mais si vous avez des questions ou des interventions à faire, n'hésitez pas à le faire, hein, on est là aussi pour échanger. Hein. Donc quelques conseils, hein. Bien sûr je vous conseille l'étoffe des héros, hein, si vous voulez revivre un peu l'exploit de Chuck Yeager, hein. C'est un film alors, il est un petit peu romancé mais pas trop hein, quand même, hein. Il est assez réaliste un peu historiquement, et en plus vous aurez l'exploit de Chuck Yeager, mais vous aurez aussi l'exploit des premiers hommes, des premiers Américains avec le projet Mercury dans l'espace. Très très intéressant. Donc voilà mes recherches, hein. J'ai trouvé beaucoup de choses dans le fanat de l'aviation sur le Big Bang, sur le Bang, pas le Big Bang, sur le Bang, et puis voilà sur les Français qui passent le mur du son, donc fanat de l'aviation 621, numéro 621. Voilà, vous avez tout le matériel pour pouvoir vous documenter. Et je pense que sur Voilà. Internet aussi, Alors, on trouve pas mal de choses. Hein. oui, bien sûr, Wikipédia, le Musée national de Washington, l'USAF, Dassault, effectivement. J'ai piqué un peu des photos à tous ces gens-là, hein, donc voilà, donc je les ai cités, donc ça va mieux. Mais n'hésitez pas, hein, là-dedans vous aurez. Alors n'hésitez pas aussi, parce qu'il y a eu des livres hein, sur Ozanov, sur Glavany, tout ça, où ils partagent en fait leur expérience de pilote d'essai. Et là, c'est très 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 intéressant si vous voulez comprendre en fait. Si vous voulez faire le lien entre la théorie et le côté technique, scientifique, que Michael va vous expliquer là, et le côté pilote en fait, Ouais. et le côté vraie vie. Hein. Donc n'hésitez pas à lire justement des livres comme ça sur les pilotes d'essai, vous allez apprendre beaucoup de choses et améliorer votre compréhension en fait. Ouais. Ok. Voilà pour vous. Merci Nicolas J'espère pour que ça a cette été. parenthèse historique liée justement au passage du mur du son. On voit que ça date pas d'hier, hein, évidemment. Et puis là, on va retrouver notre ami Michael qui va nous expliquer un petit peu ce qui se passe. Alors concrètement, un avion qui passe le mur du son, on entend un boom, mais comment est-ce qu'on le matérialise et d'où ça vient tout ça? Alors, comment ça se matérialise? En fait, c'est tout simple. Le son qui se déplace dans l'air, en fait, c'est pas du son qui se déplace, c'est des molécules qui s'entrechoquent. Et ces molécules, elles bougent chacune à une certaine vitesse et elles vont venir s'entrechoquer, en fait. Et quand on se déplace à la même vitesse que ces molécules, finalement, il y a une sorte d'accumulation de tous ces petits mouvements qui sont individuels et qui sont retrouvés juste en un endroit bien précis. Et c'est ça qu'on appelle en fait une onde de choc. Alors, je peux peut-être partager un petit écran blanc. Oui. Tu vas nous sortir de ces fameux schémas dont tu as le secret. Voilà, je vais essayer. Qui sont enviés par beaucoup, mais jamais égalés par notre ami Michael. Et salut à Fred qui vient d'arriver. Et Joe Ravel qui dit, moi quand je prends l'apéro, je sais passer le mur du saucisson. Bien vu. Bien vu. D'ailleurs, dans le chat, quelqu'un mentionnait le Tupolev 144. Alors effectivement, ça aurait été sympa de voir cet avion voler un jour. Malheureusement, c'était pas. C'est vrai que c'est Nico, je pense que tu connais. Hein, c'est le fameux Concorde russe, l'équivalent du Concorde russe, Oui. qui a failli. Oui. Qui a failli entrer en service et malheureusement le projet a été tué dans l'œuf parce qu'il y a eu un accident le jour même du vol inaugural ou quelque chose comme ça. Enfin bon, effectivement. En fait, le Concorde Ski, comme il l'appelait, comme on l'appelait, en fait, le Concorde Ski, Tupolev 144, s'est écrasé au Bourget lors du meeting aérien du Bourget, du salon du Bourget. Ah, au Bourget, ok. Ouais. Et donc ça s'est arrêté là en fait. Alors je ne sais pas est-ce que c'est vrai, est-ce que les internautes vont pouvoir me corriger ou pas. Alors apparemment les Français savaient que les Russes étaient en train plus ou moins de copier les plans du Concorde. Et en fait les Français ou les Anglais auraient falsifié des plans et auraient fourni en fait entre guillemets des faux plans aux Russes.
En La fait, guerre au industrielle. moment en où fait. ils auraient piqué les plans, en fait, ils auraient piqué des plans, des faux plans, hein. Un peu comme dans l'aile ou la cuisse, hein, quand De Funès, ils vend le guide du chemin de l'année précédente. Ok. Donc, en fait, le contre-espionnage français a mis des faux plans du Concorde que les Russes ont piqués et ils ont construit le Concorde Ski. C'est pour ça qu'on l'appelle le Concorde Ski. Et ah oui, l'avion s'est désintégré en vol, en fait, au Bourget. C'est ça, en fait. Ok. Et donc voilà, est-ce que cette histoire d'espionnage est vraie? Mais en tout cas, elle est assez, Là, c'est elle est rigolo. assez rigolo. Oui. Alors revenons à nos Alors, moutons. Revenons à nos moutons. Donc là, je suis en train de dessiner un gros point noir là, au centre de la feuille blanche. Là. On imagine que c'est un Percé. objet. Voilà, c'est ça. On imagine que c'est un objet et de cet objet, en fait, émane du son. C'est quelqu'un qui parle ou n'importe. C'est un avion qui fait du bruit, etc. Et donc, le son, il va se propager dans toutes les directions à une certaine vitesse. Alors, effectivement, tu as mentionné, Nico, que le son se déplace à une vitesse fixe. Alors, ça dépend, en fait, de la température du milieu et ça dépend du milieu en lui-même. Donc, à une température donnée et pour un milieu donné, oui, la vitesse est fixe. Après, c'est quelque chose qui évolue en fonction de la température. Ça, on peut le comprendre facilement puisque c'est des mouvements de molécules. Donc, quand la température change, la densité change. Et du coup, quand la densité change, la vitesse de propagation, la vitesse de déplacement des molécules change aussi. Bon, ça, c'est un peu de la petite cuisine scientifique. Donc, on va dire que là, si on est au centre du point, là, si on est l'objet point noir, et qu'on émet des sons, ils vont se propager dans toutes les directions, d'accord? Et ça va faire ce qu'on appelle une onde de pression qui va se propager en cercle autour de l'objet. Et donc, au bout d'une seconde, eh bien, cette onde de pression, elle aura parcouru une certaine distance. Au bout de 2 secondes, elle aura parcouru le double de distance, etc., etc. Maintenant, si l'objet il se déplace à l'intérieur de ce mouvement, en fait, il va plus être centré au milieu du cercle. En fait, par exemple, si on imagine que l'objet point noir là, c'est un avion et qu'il se déplace dans cette direction-là, eh bien, on va voir que les ondes qui ont été émises au temps t0, elles vont avoir parcouru une certaine distance, ok, mais entre-temps, l'avion, il aura parcouru aussi une certaine distance. Donc, il sera plus au centre de ce cercle. Donc, en fait, on aura une somme de cercles qui vont être décalés dans certains côtés, ok, et finalement l'avion il va se déplacer là-dedans. Donc en fait on observe, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est quand même un peu compliqué, mais finalement on observe que quand l'avion se déplace exactement à la même vitesse que les ondes de pression, en fait, on va avoir tous ces cercles qui sont accumulés autour à un même endroit, en fait. Donc, on va avoir ces ondes de pression qui vont se déplacer. Ensuite, l'avion se sera déplacé entre-temps, etc. Et on aura à un même point, donc à l'endroit où est positionné l'avion, finalement, on aura une accumulation de ces ondes de pression. D'accord? Ici, là, ce que je vais matérialiser par un trait noir. Et cette accumulation de ces ondes de pression, c'est ce qu'on va appeler en fait une onde de choc. Okay, onde de choc, ou en anglais une shock wave. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut causer comme problème, en fait, ce genre de choses sur un avion quand ça se produit, ce genre de phénomène? Un mur du son. Ouais, le mur du son, voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est une accumulation des ondes de pression. Et c'est sans rentrer dans les détails encore une fois, mais c'est une accumulation d'énergie qui est tellement importante qu'on va avoir le milieu en lui-même qui va être affecté, on va avoir des conversions d'énergie, etc. Donc ça va créer en gros autour d'un avion une conversion d'énergie qui va être que la vitesse du flux d'air notamment va être diminuée et va être convertie en température, en densité et en pression. Donc, quand on a ça sur une aile, par exemple, si vous avez suivi mes petits cours de mécavol en son temps, on a un profil aérodynamique comme ça, on va avoir un flux d'air qui va à une certaine vitesse,
eh bien, au-dessus de l'aile, ce flux d'air il va être accéléré. Et au moment où on a une vitesse du flux d'air ici qui est suffisante pour qu'on ait une fois la vitesse du son ici, donc ce qu'on va appeler Mach 1, cette vitesse ici, là, qu'on a du flux d'air, on va appeler cette vitesse le Mach critique, critical Mach number. Okay, donc ce Mach crit, c'est pas vraiment un problème puisque on n'a pas encore d'ondes de choc qui vont se produire sur l'avion. Okay, ce qui va devenir problématique, c'est quand on augmente encore plus la vitesse ici et qu'on excède le Mach crit. D'accord ? Pourquoi ? Parce que à l'endroit où le flux d'air est le plus accéléré sur l'aile, eh bien là, par contre, on va avoir une onde de choc qui va se produire sur l'avion. D'accord ? Donc, notamment, cette onde de choc, elle va se produire là où le flux d'air est le plus accéléré, donc sur ce qu'on appelle l'extrado de l'aile, donc sur la partie supérieure de l'aile. Okay, donc, on situe sur un avion comme ça, on a la partie supérieure de l'aile qu'on va appeler l'extrado qui est bombée. Et donc, puisqu'elle est bombée, c'est là où on a l'accélération la plus importante et c'est là en priorité qu'on va avoir cette onde de choc. Ok, donc dans les faits, qu'est-ce qui se passe sur cette onde de choc? Eh bien, en fait, c'est comme un mur, finalement. On peut voir ça vraiment comme un mur qui va freiner le flux d'air. C'est comme si on déploie des spoilers, en fait, hein, sur un avion, on a des aérofreins qui se déplient vers le haut. Là, c'est pareil, en gros, on va avoir un mur qui va être érigé sur l'aile. Et derrière ce mur, on va avoir de la traînée qui va augmenter de manière absolument phénoménale. Donc, on a un flux qui est turbulent et qui va devenir vraiment quelque chose qui va être problématique parce que, d'une part, la traînée, c'est un problème en aviation, ça diminue la vitesse, il faut la compenser par de la poussée. Et ensuite, eh bien, cette traînée aérodynamique, ce flux turbulent, il va venir en fait affecter l'aérodynamisme de l'aile et ça va altérer la portance qui est créée sur l'aile. Donc on a une double peine en fait quand on arrive à cette limite-là, c'est que d'une part on a de la traînée aérodynamique qui freine l'avion et qu'il va falloir compenser par de la poussée, et en plus on va perdre en qualité aérodynamique puisque en fait ce flux d'air turbulent va affecter la couche qui permet à l'avion de voler. Voilà ce qui se passe quand on atteint cette limite. D'accord. Alors on voit l'inventaire, l'ITU 144 est en train de filmer dans le cockpit. Alors oui, il y a Bétoinel qui a apporté quelques précisions par rapport au crash du Tupolev 144 et qui indique qu'il s'est crashé donc en 73 au Bourget à cause du pilote qui a mal évalué la distance par rapport à un Mirage 3 qui était chargé de photographier les parkings pour compter les autos des visiteurs. Et il rajoute donc l'un des domaines du Tupolev 144. Il y a une caméra qui est tombée, qui a bloqué les commandes, hein, pour faire simple. Et malgré les efforts du pilote, eh ben, l'avion s'est crashé. Voilà. Merci Bétoinel pour les précisions. Ok. Ça me rappelle les cours. Merci de ce bon très résumé, Mickaël. On a tous besoin de refresh. C'est Denis qui nous dit ça. Merci Denis. Merci pour tes photos, Denis, d'ailleurs, au passage. Denis m'a envoyé des super photos de météo équatoriale. Il faut les mettre sur le Discord, mon cher Denis. Viens mettre tes photos dans le Discord. Hop, voilà le lien. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre là-dessus? Alors, est-ce que le chat a des questions, par exemple, par rapport à ces dessins, justement, qu'on a montrés? Est-ce que ça vous parle ou est-ce que vous voulez plus d'explications? Et Bétoel qui dit « Je tiens ces infos de Jean Forestier, président de la commission d'enquête. » Ah oui, d'accord. Eh ben, merci pour les précisions. Ouais. Donc, alors, du coup, cette onde de choc, elle reste fixe, elle se balade, elle fait quoi? Alors, cette onde de choc, quand on reste à vitesse constante, en gros, elle va rester à son emplacement, qui est normalement l'endroit où l'accélération du flux d'air est la plus importante. Ok, donc on va dire que là, on est à une vitesse qui est supérieure à ce qu'on appelle le Mach critique. Donc, je ne sais pas, peut-être on est à Mach 1, quelque chose comme ça, là, en vitesse du flux d'air, hein, en vitesse de l'avion. Et donc, au-dessus de l'aile, comme le flux est plus accéléré, ben là, pour le coup, on va être peut-être à Mach 1,2. Donc,
Je rappelle, bon, c'est vrai qu'on parle du Mach number depuis tout à l'heure, mais pour ceux qui ne savent pas peut-être, le Mach number, le nombre de Mach, c'est le ratio de la vitesse, ok, de l'avion ou du flux d'air divisé par la vitesse du son, qu'on va appeler A. D'accord? Donc, Mach 1,2, ça veut dire que la vitesse du flux d'air à cet endroit-là se déplace à 1,2 fois la vitesse du son. Ouais, donc on l'a dépassé. On l'a dépassé, effectivement. On l'a dépassé. Alors, cette onde de choc, ben, elle va être... c'est un mur, hein, encore une fois, hein, qui est construit, qui est érigé, et qui va se retrouver assez loin hein, de l'avion. Hein. Ça peut être vraiment assez étendu. Est-ce que ça correspond au cône qu'on voit des fois, tu sais, sur les avions de chasse? Parce qu'on voit des fois des photos où on voit un avion de chasse avec une espèce de cône blanc autour de lui. Alors oui, tout à fait. Ça, c'est un phénomène qui peut se produire parce que parce qu'en fait, cette onde de choc, elle s'accompagne de changements qui sont importants en termes de température et de densité et de pression. Et dans certaines circonstances bien particulières, ça peut produire la condensation de l'air, en fait, enfin de la vapeur d'eau qui est contenue dans l'air. Et donc, ce cône blanc qu'on voit des fois sur les photos sur Internet, on trouve ça souvent, c'est souvent un phénomène de condensation qui se produit, qui est dû à cette onde de choc. Ouais. Tiens, je vais juste montrer, hop, voilà, en montrant rapidement s'il veut bien s'afficher, notre ami Google. Hop, je vais le mettre tout de suite. Voilà, il est là. Très bien. Alors, je ne sais pas si cette photo n'est pas un fake, mais effectivement, je ne sais pas, franchement. Bon, ça ressemble à ça en tout cas. Ouais, ça ressemble à ça. Voilà, c'est pour avoir un ordre d'idée en fait. Ok. Et du coup, si on continue d'accélérer notre avion, là, ce qui se passe souvent, c'est qu'on va avoir une deuxième onde de choc qui peut se produire aussi sous l'aile cette fois. Donc, à la fois, c'est vraiment un cône hein, qui se produit quelque part sur l'avion et qui peut avoir lieu aussi sous l'aile. Et quand on continue d'accélérer, en fait, ces ondes de choc, finalement, elles vont se déplacer vers l'arrière du profil aérodynamique et elles vont potentiellement rester accrochées à l'arrière du profil aérodynamique comme ça. Donc là, pour le coup, derrière ces ondes de choc, on a toujours énormément de traînées. Il faut compenser par de la poussée, comme d'habitude. Donc ça pénalise le vol. Hein. Par contre, quand on est à ce stade-là, ce flux turbulent, il ne vient plus interagir avec l'aérodynamisme de l'aile. Donc, du coup, on retrouve des caractéristiques aérodynamiques qui sont acceptables. Donc, c'est pour ça, en fait, que le passage en lui-même du mur du son est quelque chose qui est problématique. Mais une fois qu'on a été au-delà, finalement, c'est plus qu'une question de poussée suffisante, en fait. Et c'est pour ça que très rapidement, après dans l'histoire, ce que tu as dit, Nico, c'était intéressant. On a vu que ce qui a été vraiment difficile, ça a été le passage de Mach 1. Mais dès que ça a été fait, finalement, technologiquement parlant, la seule limite, ça a été la puissance moteur. Et du coup, après, il n'y avait plus de limite à monter à des vitesses de Mach 1,5, Mach 2, etc. etc. Après, je ne parle pas de vitesse hypersonique non plus, mais effectivement, le challenge, c'était vraiment de passer ce qu'on appelle le mur du son. Ouais. Tout à fait. Alors, hop, et en fait, je montre juste cette photo la prochaine limite, où on voit les ondes qui passent derrière l'avion. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Je vais en montrer une photo sympa juste après aussi. Et comme tu dis, Michael, en fait, une fois que c'est passé, le mur du son, en fait, la prochaine limite, c'est ce qu'on appelle le mur de la chaleur. Tout à fait, ouais. Voilà, donc c'est la friction de l'air sur la surface de l'avion. Hein, donc, je rappelle, j'ai parlé du X-15. Je trouve une photo de X-15 où, effectivement, on voit le X-15 où il y a été carrément... il y avait une protection au-dessus du X-15 qui a été attaquée par la chaleur, en fait, du frottement de l'air. Pour l'anecdote, je crois que c'est sur le SR-71, il y avait des protections en je ne sais pas quel matériau, mais effectivement, il y avait tellement d'augmentation de température qu'il fallait littéralement repasser en fait ces protections pour qu'elles retrouvent leur plénitude en fait.
Mais ouais, effectivement. Il y a une structure en nid d'abeille d'ailleurs avec un fuselage spécifique. Hein. Il y a Bétoinel qui nous dit cette photo n'est pas un fait, qu'on voit souvent le phénomène se créer en passe TBA, très basse altitude en vitesse subsonique, juste avant le passage du Mach 1. Ça dépend du degré d'humidité de l'air tout simplement. Peut-être aussi de la pression, puisque la pression est aussi un peu plus forte dans les basses couches, dans les hautes altitudes. Et d'ailleurs, c'est vrai que Nico le disait, les premiers records étaient établis en haute altitude. Et finalement, il y a peut-être plus de facilité à passer le Mach dans les basses couches. Alors, plus facile, ça dépend à quoi tu te réfères. Enfin, plus rapide, on va dire, parce que l'air est un peu plus dense. Ouais, l'air est plus dense, mais oui, on peut dire ça. Après, bon, il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Bon. Après, c'est intéressant ce que dit Bétoinel là sur le chat, dans le sens où il mentionne que même avant le passage à Mach 1, donc en vitesse subsonique, on peut avoir ce phénomène, c'est-à-dire que c'est ce que je disais à cet endroit-là, hein, on a un flux d'air qui peut être inférieur à 1, et pour autant on a l'onde de choc qui se produit puisque l'air a été accéléré sur le profil aérodynamique. Voilà. Ouais. Alors, ce qu'on dit souvent, c'est que le fameux bang supersonique, alors là, c'est vrai que ça va assez loin en compétences, et moi, je suis pas forcément non plus ingénieur aérodynamicien, mais normalement, en théorie, ce qu'on dit, c'est que ce fameux bang qu'on entendait quand moi j'étais enfant, hein, on l'entendait souvent, c'est pas un avion qui passe le mur du son, en fait, c'est un avion qui vole déjà en transsonique ou en supersonique, et pour lequel en fait on est impacté par l'onde de choc, en fait. Donc c'est au passage de l'onde de choc à l'endroit où on se trouve actuellement, qui suit donc l'avion, qu'on va percevoir ce fameux bang supersonique, en fait, qui est improprement associé au passage en lui-même du mur du son, mais qui est plutôt normalement associé à un vol qui est déjà transsonique ou supersonique. Donc quelque part, c'est une surpression, et cette surpression, bah, c'est comme quand on claque des mains. Exactement, ouais, c'est ça. Ok. C'est ça, exactement. Ça marche. Ok. Est-ce que dans le chat, vous avez des questions ou des remarques ou des précisions à apporter? Pourquoi pas, hein. Là, on est dans la vulgarisation de ce qu'est l'onde de choc. Pourquoi un avion? Ben, ça y est, on le sait maintenant. Un avion qui accélère, qui va arriver à la vitesse du son, qui va passer la vitesse du son. Donc en transsonique, en supersonique, ben, ça va faire boum. Voilà. Déjà, on sait ça. Donc, Nico disait qu'il fallait des gros réacteurs, il fallait beaucoup de choses. Et puis justement, c'est une des questions, il est en train de montrer la photo. Comment est-ce qu'on s'en est rendu compte? Comment est-ce qu'on a matérialisé tout ça? Et ben finalement, c'est la photo que tu nous montres. Alors, comment on a matérialisé tout ça? Déjà, c'est ce que Nico disait. Effectivement, il y a eu un ressenti de la part des pilotes qui ont expérimenté ça dans les premiers temps où ça a été fait, qui est que c'est ce flux d'air turbulent qui se balade autour de l'avion. Eh bien, il va avoir des conséquences qui sont assez catastrophiques en termes de contrôle de l'avion lui-même déjà, si on a une onde de choc qui se produit sur une surface de contrôle, sur un aileron, sur une gouverne de profondeur ou quoi que ce soit, on imagine bien que ça va poser problème, on va risquer de perdre le contrôle de l'avion, ça va créer des vibrations énormes, ce qu'on appelle un phénomène de buffeting. Donc en anglais, ça veut dire en gros des vibrations qui impactent des gouvernes. Et donc, c'est ça qui explique en partie pourquoi ces premières tentatives, souvent, elles se terminaient en drame, puisque on perdait totalement le contrôle de l'avion. Ouais. Ça, plus le fait que, comme je disais dans le schéma tout à l'heure, on a un phénomène aussi qui va affecter la capacité aux ailes à produire la portance, en fait. La capacité des ailes à produire de la portance qui va complètement se détériorer. Donc, c'est un phénomène aussi qu'on appelle le décrochage haute vitesse, okay, le shock stall. C'est un décrochage qui est dû à la perte du coefficient de portance quand on arrive à des vitesses qui sont supérieures au Mach critique, justement. Donc ces deux phénomènes combinés, je pense que c'est ça qui est à l'origine de tous les drames qu'il y a eu lors des tentatives de passage de la vitesse du son, effectivement. Donc ensuite... Alors, Michael, j'ai une petite... Dis-moi. Oui, j'ai une petite question, là, justement, à propos des gouvernes.
notamment la gouverne de profondeur. Ouais. Alors, il paraît que ça marche mieux avec une gouverne de profondeur monobloc qu'avec une gouverne de profondeur, on va dire classique, c'est-à-dire qu'avec un stabilisateur et une gouverne du stabilisateur. Ouais. Alors, pourquoi? L'explication la plus simple qui me vient en tête, c'est que quand tu as un profil aérodynamique et que tu es déjà à une vitesse qui est proche du supersonique ou qui est transsonique, si tu dévies le flux d'air, notamment pour faire piquer ou pour faire cabrer l'avion, donc avec ta gouverne de profondeur classique comme ça, à cet endroit-là, à l'endroit où tu dévies le flux d'air, il va y avoir une onde de choc qui va se créer parce que tu forces l'air à changer de direction et tu vas avoir ce qu'on appelle une onde oblique. Et là, pour le coup, c'est là qu'on va avoir énormément, encore une fois, de flux turbulent qui va se créer derrière et une détérioration du truc. Donc, du coup, une inefficacité de la gouverne. Tout à fait, inefficacité de la gouverne, voire même des phénomènes de torsion complète du plan horizontal en lui-même, qui fait que la gouverne, elle est plus qu'inefficace, elle va agir en sens opposé en fait. Donc c'est des phénomènes très. En fait, c'est ce qui explique en fait les pilotes de la Deuxième Guerre mondiale, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui atteignaient ces vitesses-là dans des piquets. Et puis qu'au moment de redresser, s'ils étaient effectivement juste à ce moment-là, ils ne pouvaient rien faire, ils ne pouvaient pas redresser, en fait, parce que la gouverne était totalement inefficace, ou même carrément, comme tu le dis, inversée. Tout à fait, c'est ça. Je me souviens dans le Grand Cirque de Pierre Klosterman, je suppose que tout le monde l'a lu sur le... Sinon, c'est pas la peine de rester avec nous. Je me souviens du témoignage effectivement de Pierre Klosterman où à un moment il y a un de ses coéquipiers en fait qui continue tout droit dans le piquet et qui percute la planète malheureusement. C'était certainement dû à ça en fait, une vitesse trop élevée, l'inefficacité de sa gouverne ou gouverne inversée, je sais pas. Ouais, ça, en fait, quand tu es en vitesse transsonique, très très proche de la vitesse du son, sur ta gouverne, sur ton plan horizontal, et il suffit de braquer une gouverne de profondeur dans une direction donnée pour que instantanément tu as une onde de choc qui se produit. Et ça, pas que sur la gouverne de profondeur, hein, ça arrive sur les ailerons, etc. Donc c'est un phénomène qui va être vraiment problématique. Donc pour le coup, un plan horizontal monobloc, où c'est non pas une gouverne de profondeur qui bouge, mais l'ensemble du plan horizontal qui est cabré dans une direction ou dans une autre, ça va peut-être éviter que justement on ait une onde de choc qui se produise de manière subite et fortuite, effectivement. Ouais. Mais c'est en partie pour ça aussi que c'est pas la seule raison, mais c'est en partie pour ça aussi que sur des avions de ligne, notamment, les ailerons sont désactivés à haute vitesse, en fait, pour éviter des efforts acceptables et pour éviter l'éventualité de création d'ondes de choc à haute vitesse. Ouais. Alors, il y a quelqu'un dans le chat, là, encore une fois. Alors, il y a Bétouanel qui, d'ailleurs, a passé le mur du son, on peut le dire. On a un follower qui a passé le mur du son sur Mirage 3B et sur T38 à Talon, comme tu le montrais sur ta photo. Et qui nous confirme qu'on ne ressent absolument rien au passage du Mach, aucune secousse, juste le saut de l'aiguille du Mach-mètre. Voilà, très bien. J'avais parlé de ça justement avec un collègue avec qui on avait travaillé à une époque, peut-être tu l'as connu, Seb, Nico aussi d'ailleurs, peut-être qui avait fait de l'instruction ATPL dans une école qu'on connaît bien tous les trois et qui avait travaillé sur Mirage 2000, et je lui avais demandé qu'est-ce qui se passe quand on passe le mur du son sur Mirage 2000. Il m'avait dit absolument rien, on sent rien du tout, on voit juste le Mach-mètre qui passe Mach 1 et c'est tout ce qui se passe, effectivement. Voilà. Joe Brable qui dit tout ça est assez flippant, désormais je ferai gaffe dans mon Cessna 172 à ne pas approcher le Mach 1. Ouais, donc très bonne décision. Voilà, donc si tu entends le Mach, si tu entends un bang supersonique, c'est pas toi. C'est ça, c'est pas toi, ou alors c'est parce que tu as percuté quelque chose sur un Cessna 172, effectivement. Ça. Donc cette photo, moi je l'aime bien personnellement, là, je suis assez
je suis assez sensible à cette photo. En fait, c'est un T-38, effectivement, américain. Donc, il faut savoir que c'est une vraie photo prise en conditions réelles d'un vrai avion en vol. Hein. Ce n'est pas une maquette dans une soufflerie. C'est un vrai avion en vol pour lequel, en fait, on a pris une photo depuis un autre avion qui volait à la même vitesse. Et les traits qu'on voit, les traits noirs là qu'on voit sur la photo, ben, en fait, c'est ces fameuses ondes de choc qui se matérialisent et qu'on arrive à voir par un procédé photo qui est tout simple, qui est un peu spécifique et qui permet de voir des différences de densité de l'air, etc. et qui permet de matérialiser ces ondes de choc. Donc on voit bien qu'à chaque fois que l'air est forcé à changer de direction, donc notamment sur le piste de l'appareil, là, sur les entrées réacteurs, à l'endroit de l'implanture des ailes, etc., eh bien, on va avoir des ondes de choc qui se produisent. Voilà, tout à fait. Donc, on les voit. C'est une photo qui a été publiée par la NASA il y a peut-être une dizaine d'années, quelque chose comme ça. C'est la première fois qu'on a pris en photo, en conditions réelles, une onde de choc sur un avion en plein vol, en fait. Donc, c'est vraiment une belle photo. Ah ouais, c'est très intéressant. Ça a été fait aussi, hein, ce genre d'expérience. Vous trouvez ça facilement sur Internet, sur des balles de fusil, etc., qui transitent à vitesse supersonique, etc. Donc, c'est un procédé qui est simple, mais pour le mettre en œuvre sur un avion en vol, c'était quand même un peu tricky, et ça a été fait par la NASA. Voilà. Ok. Alors, pour anecdote, dans mes recherches, à propos des balles de fusil, j'ai lu que sur le FAMAS, en fait, la balle de fusil, elle allait jusqu'à 950 km/h. Ah oui. Ces eaux-là. Pas plus? Ouais. Ok. Donc c'est moins que la vitesse du son, non? Non, pardon. Non, Mètres effectivement. Mètres secondes. Mètres secondes, peut-être. 950 mètres secondes. Ah ouais. Ok. Oui, ça, c'est pas la même chose. Ça va un peu plus vite. Un peu plus vite. Voilà. Voilà. Ça fait 3 fois la vitesse du son, même quasiment. C'est ça. Ok, alors est-ce que nos amis qui sont dans le chat, vous avez des questions particulières ou peut-être même quelque chose de plus simple, une question simple que vous n'osez pas poser, posez-la. On est là aussi pour répondre un peu à tout ça. Donc allez-y, posez votre question dans le chat. Et ce que je vous propose de faire, comme il est déjà 20h55 UTC, avant que Michael ne referme son tableau blanc, c'est d'enclencher la foire aux questions. Comme ça, on aborde le dernier thème. Vous posez vos questions, on y répond. Ça vous va? Ça vous va, messieurs? Moi, ça me va. Bon, et ben allez, foire aux questions, remise de gaz. Allez, dernière partie, foire aux questions, remise de gaz. Si vous avez des questions à poser sur le sujet de ce soir, c'est maintenant. Ça se passe sur le chat, vous y allez. Et on revient, on répond même en schéma avec Michael. Alors, Michael, tu voulais nous faire un nouveau dessin? Je ne sais pas, tout à l'heure, tu parlais du statoréacteur, là, et c'est oui, vrai que c'est très, très juste. Ah oui. C'est assez intéressant. Moi, ça me fascine aussi, parce que c'est un moteur, effectivement, où il n'y a rien à l'intérieur. Alors, je vais dessiner déjà un petit... donc, déjà sur un turboréacteur, donc les moteurs qu'on a sur les avions classiques, hein, les avions de ligne, le principe, c'est ultra simple. Hein, c'est qu'on a ce qu'on appelle un compresseur à l'entrée du moteur. D'accord, donc des grosses hélices en fait qui vont comprimer l'air. D'accord, donc là le moteur il est fixé comme ça sur l'aile et une fois que l'air a été comprimé, on injecte du carburant, on a des injecteurs à carburant et on l'enflamme et donc cet air comprimé qui est enflammé, après il va être éjecté à une grande vitesse avec une grande énergie et c'est ça qui va produire ce qu'on appelle la réaction. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un moteur à réaction. Alors, dans les turboréacteurs, là, sur votre Airbus A320, eh bien, en fait, ici, on a aussi une turbine qui est aussi une espèce de grosse hélice qui est fixée avec un axe, et l'axe, il va faire tourner le compresseur. Donc, la turbine, elle est là pour faire tourner le compresseur, et le compresseur, il est là pour comprimer l'air à l'entrée du moteur, qui va être enflammé et qui va être éjecté, etc. Donc, c'est tout simple. Maintenant, les ingénieurs... tel René Leduc dont tu as parlé, Nicolas, ils ont été malins et ils ont pensé que finalement, sans pièces mobiles, si on avait suffisamment de vitesse, on pouvait comprimer de l'air en fait.
Et c'est là toute l'astuce du statoréacteur, c'est que c'est un moteur où on va avoir... donc c'est un tube, voilà, un tube vide, ou presque, à l'intérieur duquel on a une structure un peu conique à un endroit donné. Donc dans cette partie ici, on va accélérer le flux d'air, donc sa pression statique va diminuer. Et ensuite, on va avoir une partie où la pression va augmenter et la vitesse du flux va diminuer. Bon, c'est des trucs aérodynamiques, j'insiste pas plus là-dessus. Mais à cet endroit-là où on va comprimer l'air, où sa pression va augmenter, en fait, c'est là où on va injecter le carburant, où on va l'enflammer, comme ça. Et une fois qu'il est enflammé, c'est exactement la même chose qui se produit que dans le turboréacteur. On va l'éjecter à grande vitesse, à grande énergie, et donc ça va produire la force de réaction. Donc c'est ça le statoréacteur. C'est un moteur où il n'y a absolument aucune pièce mobile. C'est juste un tube avec une forme géométrique qui va être bien particulière à l'intérieur, qui va faire qu'à un moment donné, on comprime l'air juste par effet aérodynamique, et quand il est comprimé, on l'enflamme et on l'éjecte après ça. Voilà. Donc, ce qui sous-entend qu'il faut quand même qu'il y ait une vitesse initiale de l'air dans le moteur. Hein. Tout à fait. C'est une des limitations de ce moteur, c'est qu'il faut qu'il y ait une vitesse initiale. Donc, sur de nombreux avions qui utilisent ça, on est obligé aussi d'avoir un turboréacteur pour les vitesses basses ou pour le décollage ou l'atterrissage. Donc, ouais. Si je ne me trompe pas, hein, sur le SR-71 notamment, il y a des turbos et des statoréacteurs. Pour les phases de vitesse lente, il y a du turboréacteur, et en vitesse supersonique, on utilise des statos. Okay. Réacteur pour le V1 que nous dit FreeFlight 30 sur le chat. Alors le pulso, c'est un système un tout petit peu différent, qui est encore plus basique, qui a été utilisé et développé dès les années 1910, si je ne me trompe pas, par les Allemands sur le V1 effectivement, par des Français peut-être aussi, par un ingénieur catalan aussi, dont il y a une reproduction pas loin de là où je vis, à côté de Barcelone en fait, du pulso-réacteur. Donc c'est un moteur où il y a une valve et où en fait on fait rentrer de manière séquentielle de l'air. On ferme la valve, on l'enflamme, l'air est expulsé, on rouvre la valve, on fait rentrer de l'air de nouveau, etc. Donc c'est un moteur très très basique qui est encore utilisé d'ailleurs sur du modélisme, hein, par exemple, qui est une autre forme de moteur qui n'est pas un statoréacteur à proprement parler, mais une autre forme de moteur à réaction très très basique. Un bruit très caractéristique, nous dit FreeFlight 30. Okay. Le bruit, pour ceux qui font peut-être du modélisme ou qui ont vu des vidéos là-dessus, le bruit il est caractérisé par la fréquence à laquelle l'air est injecté dans le moteur. En gros, s'il est injecté 45 fois par seconde, ça nous fait un bruit caractéristique à 45 Hz. Donc c'est vrai que ça fait un bruit absolument démentiel. En modélisme, il y en a qui utilisent ça. Il y a même des dingues qui montent ça sur des kartings et qui il y a des vidéos là-dessus. Je vous invite à regarder Pulse Jet sur YouTube, Pulso Réacteur. Ok. Ça marche. Et on souhaite la bienvenue à FunShrek64 qui vient de nous rejoindre et de follow la chaîne. Si vous ne followez pas la chaîne, les amis, ça se passe en dessous. Vous cliquez sur la petite cloche et comme ça, vous suivez la chaîne et vous êtes averti quand on fait des lives. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur les pulsos, les stratoréacteurs, enfin tout ce dont on parle depuis le début dans le chat? Posez-les, ces questions. Nico? J'ai une petite remarque, effectivement, mais là, on va revenir sur le Mac, en fait. Je ne sais pas, Mickaël, si tu as entendu parler, en fait, de l'aile supercritique. Oui, bien sûr, oui. Bien sûr, oui. Donc, apparemment, c'est la forme de l'aile qui permet, en fait, de minimiser cette onde de choc, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, un profil supercritique, c'est un profil qui va être déjà extrêmement plat. Donc, là, je vais dessiner un profil aérodynamique classique sur votre Cessna 172. Là, vous avez une aile comme ça qui est bombée et qui fait que l'air est plus accéléré au-dessus qu'en dessous. Et donc, ça crée une force de portance, etc. Sur un profil qu'on va appeler supercritique. Donc, en gros, maintenant, sur les avions de ligne moderne, je crois qu'on a des profils supercritiques.
sur les avions de chasse, je suppose aussi. C'est un profil qui va être extrêmement plat en fait, et donc on a finalement peu d'accélération du flux d'air, ou au moins on a moins d'accélération du flux d'air que sur un profil bombé classique. D'accord. Et en plus, alors je ne sais pas trop comment c'est fait exactement, mais on a ce qu'on appelle une double courbure. Donc c'est quelque chose qui est observé sur des avions qui sont designés pour voler vite, où finalement le but c'est de minimiser l'accélération du flux d'air pour repousser ces phénomènes liés aux apparitions des ondes de choc, et donc par extension voler plus vite en fait. Ouais. Voilà. Donc c'est des petits tips en fait pour pouvoir se prémunir un peu des effets secondaires, quoi. Ouais, tout à fait. Et donc le penchant l'inconvénient de ce genre de profil, c'est que bien sûr, si il accélère moins le flux d'air qu'un profil bombé classique, eh bien, ses performances aérodynamiques à basse vitesse, elles vont être moins bonnes que votre Cessna 172. Donc, en gros, au lieu de décrocher à 40 nœuds, il va peut-être décrocher à 180 nœuds. Mais bon. Alors, il y a Bétoinel qui nous dit, je vous avais oublié la navette spatiale qui frisait avec Mach 25 en phase de rentrée atmosphérique. Oui, mais voilà, c'est un cas spécial puisqu'on est hors atmosphère, on rentre dans l'atmosphère. On était plutôt dans ce qui restait dans l'atmosphère. Et le cruise, donc je pense qu'on parle du Crusader, a un profil critique, je crois, nous dit Free Flight. Le Crusader, il est un peu spécial, cet avion. Je ne sais pas, quelqu'un en parle dans le chat, non? Ou pourquoi tu en parles? Free Flight 30, ouais, qui nous parle du cruise, donc je pense que c'est bien le Crusader. Hein. Le Crusader, en fait, c'était un avion qui avait la particularité de pouvoir modifier l'angle d'incidence en vol, c'est-à-dire faire pivoter son aile pour les performances aérodynamiques. Effectivement, en fait, le Crusader classique, l'aile se soulevait en fait pour pouvoir décoller le plus facilement possible du porte-avions, parce que c'était un avion marin. Là, la photo que j'ai partagée, en fait, c'est un Crusader qui a été modifié justement avec une aile super critique. Ah ouais. Hein, pour faire des tests de la NASA en fait. Ok, d'accord, très bien. Profil super critique mis au point par Richard Whitecombe, ingénieur à la NASA. Nous précise Bétoinel. Voilà. Bon, super, très bien. Et Denis qui nous dit la meilleure fréquentation d'un pilote de ligne, d'avoir un instructeur théorique et pratique à ses côtés pour maintenir les connaissances aéronautiques. Merci Denis. Bravo Denis. Ah, une question sur le chat de Funshrek64. Bonjour à tous. Est-ce que l'avion annoncé aux US dépassant le mur du son et sans bang est réaliste ou est-ce juste un bang amorti? Alors, bonne question. Honnêtement, je ne saurais pas répondre. Je sais qu'il y a des recherches qui sont menées pour amoindrir cette fameuse déflagration, etc. Maintenant, dans les détails, je ne saurais pas dire. Tout ce que je peux dire, effectivement, la personne qui a commenté tout à l'heure aussi, qui était pilote sur Mirage 3, c'est que effectivement, pour diminuer le fameux bang supersonique, eh bien, oui, ça se passe par des consignes de vol à très haute altitude ou des consignes de vol supersonique seulement au-dessus de certaines zones bien particulièrement délimitées, en fait. Après, là, pour répondre à la question de notre ami, je ne saurais pas dire, honnêtement. Je ne sais pas si Nico, tu as plus d'infos sur le sujet, mais je ne sais pas. Non, pour atténuer le bang, je ne pense pas. Par contre, c'est intéressant, il faut qu'on cherche ça. Très bonne question. Tu parlais de la traînée, ouais. Qui était compensée par la poussée. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, les avions, pour passer... voler à des telles vitesses, ils appliquaient ce qu'on appelle la post-combustion, c'est-à-dire que c'était de l'essence qui est injectée en fait dans la tuyère, ce qui augmentait considérablement la poussée de l'avion. Ouais. Mais par contre, ça consommait énormément de carburant. Et donc, je vais remettre ça parce que j'ai tout brûlé. Et donc maintenant, en fait, ils ont ce qu'on appelle mis au point la super croisière. C'est-à-dire que l'avion n'a plus besoin de post-combustion en fait, pour atteindre ces vitesses supersoniques. Hein, donc les avions modernes, comme on voit maintenant, le F-22, le F-35, je crois aussi, tous ces avions-là passent le Mach facilement en super croisière sans utiliser de post-combustion en fait. Ok. Très bien, merci pour ces Un précisions. petit truc en plus aussi à propos des vols supersoniques.
Et Free Flight qui Mais nous précise que Falcon c'est 50 est le intéressant, ces premier recherches. avion civil avec une aile supercritique, selon la doc de chez Dassault. Ah, Voilà, bien, on a ok. appris plein de choses ce soir. On a partagé un petit peu ensemble autour de ce sujet un petit peu délicat Oui. qui est le passage du mur du son, parce que c'est vrai, on en entend parler, mais là, on est rentré un petit peu dans les détails. En tout cas, j'espère que tout ça vous a plu. 21h07 UTC, donc déjà, je voudrais remercier Nicolas et Michael pour leur participation et leur travail ce soir. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a éclairé, en tout cas. Bétoinel qui nous dit sur le plan aérodynamique, il faut tenir compte de la forme du fuselage en bouteille de coca, Oui, c'est comme la bouteille désert. de guêpe, Comme que bouton, Whitecomb a mis au point magistral. Mike nous dit Fred et Jordan qui La applaudit. loi Bravo. désert, c'est ça. ouais, désert, ouais. Ouais, c'est ça. Nico, Donc, de l'ouragan tout à l'heure, juste pour les passionnés d'aviation. Moi, j'ai eu la chance de grandir auprès d'une base militaire dans le centre de la France, donc à Romorantin, où il y avait un ouragan qui était parqué et je le voyais chaque matin en allant à l'école. Donc voilà. Ah, ouais. c'est ça qui t'a déclenché, Peut-être. peut-être. Ah, j'ai Ah. faim. Seb, avant de terminer, Oui. après je dirai plus rien, juste dire un peu à tout le monde là, de penser à ces pilotes en fait, parce que qui ont testé, parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Hein. Il y a eu des réussites, hein, Chuck Yeager, etc., mais il y a eu beaucoup de morts lors de ces essais. Je voulais, voilà, c'est des hommes qui ont été plus loin que leurs limites. Si on regarde Chuck Yeager, quand il a passé le mur du son, jusque-là, les résultats, c'était un avion qui se désintégrait. Et lui, il monte dans un avion, il fout le moteur, il fout les 4 fusées à fond, là, et puis il y va. Hein. Sans savoir ce qui allait se passer. Hein. Donc voilà. Et puis si vous regardez l'avion un peu comment il est fait, s'il y a un problème pour s'éjecter, il sort par la porte du côté, il se fait couper en deux par l'aile. Voilà. Pas terrible. Voilà. Donc Allez. ça, c'était l'avis des pilotes d'essai. Donc voilà, faudrait souligner un peu le courage de tous ces hommes. Un petit hommage. C'est ça. Voilà. Ok. Bon, bah voilà, le message est passé, comme on dit. Ok. Bah écoutez, messieurs, hop, on va passer en vue antenne. Voilà, vous êtes ici. Hop, voilà. Si enfin, on va dire. Hop, je vais remettre comme ça, voilà. Si le sujet de ce soir vous a plu, vous pouvez poursuivre le débat. Ça se passe dans le Discord et on va remettre le lien du Discord dans le chat. Le voici, vous cliquez, vous rejoignez le Discord et puis on échange ensemble puisque la zone aéro continue sur le Discord pendant toute la semaine. D'ici quelques minutes... Allez. Oui, Nico ? Non, je dis vite parce que c'est la 7e compagnie à la télé. Dans allez, on va dire dans une dizaine de minutes, le replay devrait être disponible sur la chaîne Twitch pour 14 jours. Et dans 14 jours, donc mercredi voilà, en 15, on retrouvera cette émission en replay, cette fois-ci sur la chaîne YouTube. Bravo vos émissions, merci à vous, bravo la zone aéro, top les amis, belle soirée. Alors juste avant de vous quitter, on reparle vite fait, déjà on remercie les dernières personnes qui nous ont rejointes cette soirée, on remercie les subs aussi, notamment Adèle qui nous a offert 5 abonnements à la communauté, c'est aussi grâce à vous que la chaîne continue de se développer, on va avoir besoin de vous pour le futur studio mobile qu'on est en train de penser. Je pense que vous avez peut-être vu pour les gens qui ne sont pas abonnés que vous avez de la publicité. Cette publicité nous aide aussi à soutenir l'émission. Et si vous souhaitez ne pas avoir de publicité, il vous suffit de prendre un abonnement. Et juste avec l'abo, vous êtes tranquille. Ça dure 30 jours et ça vous coûte le prix de 2 cafés. N'hésitez pas et nous, ça nous soutient. Enfin, dernière petite chose que je voulais vous dire, c'est le programme évidemment. Alors pour une émission sur le band supersonique, le passage au groupe des 102 est un peu déplorable, ah oui. Donc le programme à venir la semaine prochaine, on parlera journalisme aéronautique avec Gilles Roy d'Aérobus qui viendra nous voir et on parlera avec lui un petit peu de ce qu'il a déclenché en tout cas pour faire le métier qu'il fait aujourd'hui et proposer à la fois Aérobuzz et Jumpseat, l'émission Twitch qu'on retrouve aussi les mardis midi. Ensuite, rendez-vous le 8 février avec encore un journaliste de France Télévisions
expert. Il est sur France Inter aussi, enfin sur le service public. C'est Michel Polaco qui viendra nous voir, figure célèbre du journalisme aéro, on le voit très souvent. Et donc on parlera un petit peu avec lui de sa carrière. Et si vous souhaitez, vous aussi, pourquoi pas, devenir journaliste aéro, ben vous pourrez lui poser toutes vos questions. Ensuite, rendez-vous le 15 février à 20h30. Arrive, il a dit j'offre 11 abonnements à la communauté. Merci Eric pour le soutien, ça fait super plaisir. Voilà, il y a plein de gens qui ont des abonnements là. C'est parti pour 30 Il y jours. avait le coup sur le clavier, quoi. Ah ouais, Il y avait là le il a coup sur craqué. le clavier. Il a craqué, bravo. Vous pouvez lui dire merci. Allez, on va lui lancer un applaudissement, une salle d'applaudissements. Voilà, Free Flight 30. Merci à toi. J'en étais où? Ah oui, j'en étais au 15 février avec Fred Courant de Fred et Jamy de C'est pas sorcier. Ben oui, il sera dans la zone aéro. Il viendra nous parler un petit peu des sujets, de la manière dont il préparait les sujets aéro dans C'est pas sorcier. Il faudra être rendez-vous. Vous pourrez lui poser vos questions en direct. Est-ce qu'il vient en camion? Ah ça, est-ce qu'il vient avec Marcel? C'est la bonne question. On lui posera. Et puis ensuite, non, ce sera en visio hein, pour Fred, je préfère préciser. Hein. Ensuite, le 22, Maxime, pilote d'AWOX, hein, d'avion militaire. Si vous voulez connaître un petit peu en quoi consiste ce métier-là, ce sera le 22 à confirmer. Et enfin, 1er mars, des bénévoles au service des événements aéronautiques. On parlera avec Anthony. Et notamment un rassemblement d'avions à train classique qui aura lieu courant de l'été. Ça sera assez intéressant. On en parlera tous ensemble. Voilà pour le programme de la zone. Encore une fois, le Discord pendant la semaine, on vous accueille avec grand plaisir. Vous pouvez rester avec nous encore quelques minutes. Ça soutient la chaîne. Restez avec nous le temps du raid. On va voir qui y a en ligne. Restez avec nous le temps du générique. On bascule chez une autre chaîne. Vous envoyez des petits émotes d'avion, comme ça fait parler un petit peu de la chaîne, et puis nous, ça nous soutient directement aussi. Donc restez avec nous le temps du générique et le temps de passer sur le raid, et après, vous faites ce que vous voulez. Voilà, il y a des reportages extérieurs à réaliser, tout à fait, bravo. Merci à toutes et tous, merci messieurs, rendez-vous la semaine prochaine dans la zone aéro. On vous souhaite une bonne semaine, et puis portez-vous bien, fly safe pour ceux qui volent. Ciao Nico, ciao Michael. Salut, ciao merci. le chat. Ciao, bonne soirée. Et à la semaine prochaine. Merci à vous. Bye bye. Ciao.